Diplômée de Sciences Po, elle débute sa carrière dans le domaine des relations internationales en tant que chargée de coopération à l'UNESCO et en ambassade. Convaincue que les entreprises ont un rôle à jouer concernant les sujets d'impact, elle se dirige ensuite vers le métier du conseil et réalise des missions sur l'engagement sociétal des entreprises pendant 9 ans. C'est en 2021 qu'elle rejoint Doctolib en tant que Social Impact Lead avec cette volonté d'être au plus près du terrain, des collaborateurs et de la mission de l'entreprise. Doctolib, vous connaissez forcément, c'est la plateforme de e-santé qui facilite la mise en relation et la prise de rendez-vous avec des professionnels de santé. Fondée en 2013, cette entreprise française est aussi l'une des plus grandes licornes de l'Hexagone. Doctolib accompagne le quotidien de plus de 340 000 personnels de santé et plus de 70 millions de patients en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. L'entreprise compte un total de 2800 collaborateurs. À l'occasion de son 10e anniversaire, Doctolib est devenue cette année une entreprise à mission. Sa raison d'être, œuvrer pour un monde en meilleure santé. Au travers de 2 objectifs, améliorer le quotidien des équipes soignantes et améliorer la santé de tous. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient, une dirigeante vraiment engagée, Bettina Reveron. Bonjour. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Bettina, c'est comment on passe des relations internationales à un métier à impact, parce que ce sont 2 choses très différentes. Et finalement, comment fait-on de l'engagement son métier ? Alors c'est une très bonne question. En fait, en y réfléchissant, je me dis que quand j'ai commencé mes études, donc il y a 17-18 ans, à l'époque, si on voulait avoir un métier d'utilité publique ou servir l'intérêt général, la voie royale, c'était vraiment de servir l'État. C'est-à-dire que c'était vraiment travailler pour le public, à la rigueur des ONG, le secteur associatif, mais c'était vraiment l'État en premier lieu. Donc il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu multiculturel au Royaume-Uni. J'ai toujours été attirée par l'étranger, donc à 18 ans, quand je commence mes études, pour moi, le Graal, c'est l'ONU ou l'ambassade, la diplomatie, etc. Donc je me lance là-dedans. Je pense que j'étais aussi un peu nourrie par des récits à la Romain Gary et tout. Enfin, il y avait tout un imaginaire autour du service public international. Donc je commence à l'UNESCO et ensuite les temps ont un peu changé, le discours a un peu changé. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus parlé du rôle sociétal des entreprises. Il y a eu la COP21 où pour la première fois elles étaient mises autour de la table avec les États et les ONG. Donc vraiment on les interrogeait, on les responsabilisait sur leur rôle social et environnemental. Et puis il y avait tout ce discours un peu du triple bottom line qui est aujourd'hui devenu totalement mainstream et qui à l'époque montait. On parlait de plus en plus des entrepreneurs engagés. Enfin voilà, on mythifiait un peu la figure de l'entrepreneur. Donc j'étais de plus en plus attirée par ça. Je pense que j'ai été aussi attirée par le privé, par la culture de travail du privé. C'était quelque chose que j'avais envie de tester. Donc j'ai quitté l'UNESCO et je suis passée en conseil pendant 9 ans. C'est toi qui l'as dit. Voilà. Pendant un moment. Et donc j'ai conseillé à la fois toujours des structures publiques ou des fonds privés sur des projets philanthropiques ou RSE, ou aussi de plaidoyer, beaucoup sur des questions de plaidoyer. Et puis j'ai sauté le pas il y a 1 an et demi en allant chez Doctolib pour m'occuper de l'impact social. Donc l'intérêt général, finalement, a toujours été... le fil rouge. Le fil rouge, absolument. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur le terme Social Impact Lead, parce qu'il n'est peut-être pas familier pour tous nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que cela recouvre comme mission ? Alors effectivement, c'est à la fois un titre qu'on voit de plus en plus, parce que c'est assez tendance, mais je trouve que ça reste un peu opaque. Concrètement, de façon hyper pragmatique, mon rôle, c'est de renforcer l'impact positif que Doctolib peut avoir dans la société. Dans une structure comme Doctolib, qui par essence a une vocation d'utilité sociale, puisque il agit dans le domaine de la santé aux côtés des soignants et des patients pour améliorer l'accès aux soins. Donc j'arrive dans une structure où il y a déjà un sens de la mission très fort. Donc mon rôle, c'est vraiment d'étudier l'impact de Doctolib dans toutes les dimensions de l'entreprise. La première dimension, c'est évidemment le produit et le service qu'on rend. Donc comment faire en sorte que le service soit le plus positif, le plus inclusif, le plus impactant possible. La deuxième dimension, c'est Doctolib comme employeur. On est une scale-up. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on recrutait entre 100 et 150 personnes par mois. C'est énorme. Donc, comment on fait pour recruter de façon juste, équitable, pour créer un environnement de travail qui soit inclusif. Donc, produit, recruteur, comme donneur d'ordre, l'entreprise comme acheteuse de services. Donc, il y a évidemment tout un pan de la responsabilité sociale qui passe par là, sociale et environnementale.
Et puis finalement, Doctolib comme entreprise, comme média / part de voix. Quand on est une entreprise comme Doctolib, où on est au cœur du quotidien des Français, où on est régulièrement interrogé dans la presse, où notre plateforme, notre outil digital est vraiment utilisé par tous les jours, on a une part de voix dans le débat public qu'on peut utiliser à des fins d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je parlais de plaidoyer là, avant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut investir et que les entreprises... en gros, c'est une question de leadership, quoi. Et c'est un sujet hyper intéressant pour moi. Donc, c'est très complet. On va parler de l'entreprise à mission et de la raison d'être. Comme je le disais, Doctolib est devenue entreprise à mission. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir cette étape ? Comment c'est venu ? Alors, disons que c'était une étape assez naturelle pour nous parce que, en gros, c'est un peu la matérialisation d'engagements qui avaient été déjà pris. Pourquoi on l'a fait ? Pour 2 raisons, je dirais. La première, c'est, je trouve que l'exercice de verbaliser, de formaliser une raison d'être, c'est un exercice de maïeutique, en fait, qui était hyper intéressant pour nous. On l'avait déjà fait parce qu'on avait déjà travaillé sur la mission. Alors, à l'époque, on ne l'appelait pas raison d'être, mais on avait fait des groupes de travail en interne. On avait vraiment formalisé un texte qui, encore une fois, revenait sur nos engagements et nos missions. Donc là, on le résumait en une seule phrase et puis symboliquement, on l'inscrit dans les statuts. En venant ici pour enregistrer ce podcast, j'ai lu une citation que je trouvais intéressante de Borrello, je crois, de Jean-Marc Borrello du groupe SOS, qui disait « Les statuts ne font pas la vertu ». Ce que je trouve intéressant, parce que c'est effectivement pas parce qu'on inscrit dans... En l'occurrence, je crois que la citation, il l'utilisait pour parler des statuts de l'entreprise, coopérative, pas coopérative, mais je me l'approprie pour parler des statuts de l'entreprise, entreprise à mission. Donc, les statuts ne font pas la vertu, c'est pas parce qu'on met la raison d'être dans les statuts que ça change quoi que ce soit, mais symboliquement, c'est quand même une étape. Mais là où ça nous intéressait vraiment, et là on est au tout début, c'est la question de la gouvernance. Parce que quand on devient une entreprise à mission, je pense que votre auditorat maîtrise à peu près l'affaire, mais en gros, quand on devient entreprise à mission, on crée un comité de mission qui est une instance de gouvernance nouvelle pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a le comité exécutif, évidemment, le board, dans le conseil d'administration. Et là, on vient créer un organe un peu à côté, qui est à la fois composé de parties prenantes proches, voire internes, parce qu'on a évidemment notre CEO qui va y siéger, on a un membre du conseil d'administration qui va faire le lien avec les autres instances, mais on est aussi allé chercher des personnalités qui sont plus ou moins proches de nous, des associations de patients avec lesquelles on a l'habitude de travailler, un philosophe, une directrice d'association très en place, avec qui on a envie de développer des liens, un dirigeant d'entreprise engagée, des gens plus éloignés de notre écosystème et qui vont vraiment nous servir à la fois de conseils, parce que il faut que ce soit nos alliés, mais aussi de, disons, garants de la mission et de critiques de ce qu'on pourrait mal faire ou mal voir, etc. Donc, pour moi, créer cette instance-là, la faire vivre, on est vraiment en train de travailler là-dessus avec le comité exécutif, c'est vraiment pour nous une façon d'aller chercher des angles morts qu'on ne voit pas parce qu'on est en interne, parce qu'on est centré sur nous-mêmes, etc., etc. Et donc, c'est une façon de diriger l'entreprise différemment, d'engager des gens qui sont proches de nous, mais pas tout à fait intégrés dans l'entreprise. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, tu disais qu'effectivement, on peut être engagé sans pour autant avoir une raison d'être ou devenir une société à mission. Le changement, il est symbolique, mais il n'est peut-être pas que symbolique. Pour les salariés, c'est quelque chose d'important, non ? De devenir entreprise à mission ? Oui. Oui, tout à fait. Alors après, en fait, c'est quand même un statut assez opaque pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'en dehors du petit cercle de gens qui s'intéressent à l'engagement sociétal, peu de gens savent exactement ce que c'est. Ça ne parle pas tellement. En plus, nous, on est une entreprise internationale, donc autant vous dire que déjà à Paris, c'est compliqué, mais en Italie et en Allemagne, c'est très vague. Donc, c'est vraiment, nous, notre rôle. Donc, nous, direction impact social, avec la communication interne et avec d'autres, de faire vivre cette mission et de faire en sorte qu'elle imprègne toutes les couches de l'entreprise, qui est de toute façon quelque chose qu'il faut qu'on fasse en dehors du statut d'entreprise à mission. Mais disons que le travail commence maintenant pour faire vivre et comprendre ce qui se cache derrière ce statut. Oui, parce que ça peut être un élément de fierté. Exactement. Pour les salariés. Et pour les candidats. Et pour les candidats, tout à fait. Alors, Doctolib s'est donné pour mission de contribuer à améliorer le quotidien des équipes soignantes et la santé des patients. Concrètement, comment cela se traduit ? Alors, pour vous répondre, il faut déjà peut-être un peu poser le contexte dans lequel évoluent les systèmes de santé aujourd'hui. Très schématiquement, En gros, il y a une espèce de
double pression ou double injonction. Il y a à la fois l'explosion des besoins de santé, avec le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques, les épidémies accessoirement qui peuvent arriver, et de l'autre, moins de moyens financiers et humains, crise des vocations, enfin tout en gros ce que la crise du Covid a révélé, amplifié, mis en avant dans les dernières années. Et donc dans ce contexte, Doctolib comme technologie agit à la fois du côté des patients et des soignants. Côté soignant, notre impact, la façon dont on les accompagne est pluriel. La première chose, c'est qu'on renouvelle un peu la façon dont ils travaillent et surtout on leur libère du temps médical. Concrètement, ce qu'une application, une technologie comme Doctolib apporte, c'est qu'en les déchargeant de toute la partie administrative, financière, gestionnaire de leur métier, ils passent plus de temps avec leurs patients pour faire leur métier de soignant, quoi. Donc, on renouvelle un peu la façon dont ils travaillent. On renouvelle aussi la façon dont ils interagissent avec leurs patients. Ils peuvent le faire à distance, en présentiel, de façon beaucoup plus continue, de façon préventive, etc. Et puis, troisièmement, de façon un peu plus basique, on augmente leurs revenus. Voilà. Donc ça, c'est côté soignant. Et côté patient, la façon dont on agit, c'est on rend lisible, ça c'est hyper important, c'est vraiment le cœur de l'impact de Docto auprès des patients. On rend lisible l'offre médicale sur un territoire donné. Concrètement, ça veut dire que si demain matin, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, ma fille est malade, son pédiatre attitré n'est pas disponible, en 1 minute, je sais où je peux l'emmener, auprès de qui, à quel tarif, à quelle heure, etc. Ce qui n'était absolument pas possible avant. Donc, on rend lisible, encore une fois, l'offre de soins. Et ensuite, on flexibilise, disons, la façon dont les parcours de soins en général, avec une prise en charge, par exemple, des actes ou des rendez-vous qui sont non anticipés, qui est beaucoup plus simple. Encore une fois, l'exemple que je vous ai donné de ma fille qui est malade demain, parce que ça arrive souvent, c'est quand même bien utile et pratique pour les patients. Donc, rendre lisible l'offre de soins, faciliter aussi les différentes interactions qu'on peut avoir avec notre médecin, présentiel, distanciel, etc. Et puis, globalement, et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour nous, important et sur lequel on a envie de travailler en tant qu'entreprise dans les années à venir, c'est qu'on rend les patients acteurs de leur santé. Je parlais récemment avec le fondateur de Santé Banlieue Santé, j'ai un doute, Banlieue Santé, je crois, qui est une ONG qui, en gros, accompagne les patients des zones rurales et des banlieues qui sont une patientèle plus vulnérable. Et il m'expliquait qu'il y a un vrai sujet sur l'accès aux spécialités. C'est-à-dire que concrètement, il y a toujours une étape, peut-être pour certaines personnes, pour aller voir un généraliste. Mais dès qu'il faut aller voir un ou plusieurs spécialistes, en fait, les gens lâchent parce que c'est trop complexe, parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils lâchent l'affaire, etc. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de simplifier ces parcours-là et donc faire une continuité des soins en rendant le parcours de soins plus facile pour le patient et le rendant plus en maîtrise de tous ces rendez-vous et de tout ce suivi, quoi, en gros. Mais comment, concrètement, vous facilitez ça ? Parce que très concrètement, sur l'application, c'est plus facile de suivre et ses rendez-vous et ses ordonnances et son suivi. On peut être relancé, etc., etc. C'est plus, en fait, on est plus accompagné. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est plus encadré. Exactement. D'accord. En devenant entreprise à mission, vous avez également annoncé votre volonté d'investir 92 millions d'euros dans le domaine de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les nouvelles solutions que vous souhaitez développer et peut-être nous donner 2 ou 3 exemples concrets ? Oui, alors peut-être pour ça, c'est le moment où je rentre un peu dans le détail des produits de Doctolib. Donc Doctolib, on est surtout connu pour un produit qui s'appelle Doctolib Patient, qui est en gros le logiciel de prise de rendez-vous et de facilitation de rendez-vous que tout le monde utilise tous les jours. Oui. Donc ça, c'est assez simple. Ensuite, à côté de ça, il y a Doctolib, un logiciel médical qui est dédié aux soignants, en gros pour faciliter la prise en charge administrative, financière, faire des factures, faire des ordonnances, etc. C'est vraiment un logiciel médical. Et le troisième produit, c'est Doctolib Teams, qui est une messagerie interne qui doit faciliter la communication entre les différents médecins qui suivent un patient. Donc concrètement, si j'ai une maladie chronique qui nécessite d'avoir à la fois le suivi d'un gynéco, d'un psy et d'un généraliste, Doctolib Teams permet à l'équipe médicale qui me suit de communiquer entre elles et de faciliter à la fois le diagnostic, le suivi, la communication, etc., etc. Donc ça, c'est nos 3 produits à l'origine.
Et donc, les 92 millions qu'on va réinvestir, il y a différentes priorités. Je peux vous en citer quelques-unes, effectivement, en exemple. Nous, on a un gros sujet pour nos clients, enfin pour les soignants. C'est la question des rendez-vous non honorés, les fameux lapins ou no-show. Je peux pas, depuis que je suis chez Doctolib, je ne peux pas voir un seul médecin sans qu'il m'en parle. Donc, on a une équipe qui travaille en continu là-dessus pour voir comment y remédier et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, rendez-vous non honorés, c'est un vrai sujet. Ensuite, il y a en gros le développement de nouveaux produits pour des spécialités. On lance Doctolib Kiné, qui va vraiment être personnalisé autour des besoins des kinés et puis d'autres spécialités. La question des données et de la sécurisation des données, qui est un investissement permanent chez nous. Et puis, un gros sujet pour nous dans les années à venir, c'est la médecine préventive. Je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il y a 6 rendez-vous par seconde qui sont pris sur Doctolib tous les jours. Ça veut dire qu'on a un média gigantesque et ça veut dire qu'on peut avoir un impact sur la prévention qui est très important. Et du coup, l'idée dans les années à venir, c'est qu'on s'associe soit aux acteurs publics, soit aux associations pour travailler sur de la santé préventive, qui est un vecteur essentiel d'amélioration de la santé aujourd'hui. Et la prévention, ça passe par des dépistages ou par de la sensibilisation? Par des campagnes de dépistage, par de la sensibilisation, par de la communication en général sur des sujets de santé publique. Oui, pour informer. Exactement. C'est très concret. On va parler évidemment des crises sanitaires et du Covid, puisque c'est vraiment depuis la crise sanitaire que Doctolib est devenu incontournable dans le quotidien des Français. L'entreprise a été partenaire de l'État pour la campagne de vaccination. Est-ce que ce rôle a fait de Doctolib une entreprise à impact ? Et si oui, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui ? Alors, évidemment, ça a été un tournant dans l'histoire de l'entreprise, à la fois en termes de perception du public, parce qu'on était déjà bien ancré, mais là, je pense qu'on a été vraiment mis au devant de la scène de façon très rapide et continue, parce que ça a duré longtemps. Dire que ça a fait de nous une entreprise à impact, non, parce que je pense qu'on était déjà, dès le début, sur un sujet d'utilité sociale. En revanche, disons que ça a été une étape supplémentaire, parce qu'on a vraiment travaillé main dans la main avec les autorités sanitaires et les autorités publiques en général, et parce que ça a été une aventure pour l'entreprise gigantesque, quoi. Enfin, faudrait que je reprenne un peu les chiffres, mais je crois que c'était en gros 80 millions de vaccins faits grâce à la plateforme, grâce à Doctolib, pardon. Des dépistages, pareil, les chiffres sont, je ne me rappelle plus exactement, mais gigantesques. Et donc tout ça, concrètement, l'ingénierie de tout ça fait que les équipes ont été sur le pont pendant des mois et vraiment associées, ou en tout cas partie prenante de cette crise qui a touché tout le monde, quoi. Donc oui, ça a été une étape. En interne, clairement, dans l'imaginaire des équipes, ça a été quelque chose d'hyper fort et de très soudant autour de la mission. Disons que ça a été une manifestation de notre mission hyper forte. Après, je pense que il y aura d'autres épisodes, j'espère, on pourra faire la démonstration de notre impact et que encore une fois, l'impact est au cœur de tout ce qu'on fait tous les jours. Donc. Oui, et on espère que ça ne passera pas par des crises sanitaires. Voilà, on préfère. Pour rester sur la question de l'impact, comment est-ce que vous mesurez votre impact ? Est-ce que vous avez des indicateurs, des tableaux de bord ? Comment ça se passe ? Alors, vaste question qui est la mesure d'impact. En gros, il faut bien comprendre que quand on est une scale-up, quand on est une entreprise en particulier, mais en général, mais une scale-up en particulier, il y a une espèce de millefeuille de mesures d'impact qui s'imposent de fait à nous. Il y a tous les KPI un peu ESG, donc qui sont imposés ou demandés, et, à juste titre, par nos investisseurs, sachant que nous, la BPI fait partie de nos principaux investisseurs, donc ils sont évidemment très attentifs à ces sujets-là. Donc tous les critères ESG sur lesquels il faut qu'on rende des comptes et qu'on suit. Il y a des critères qui sont de l'ordre du régulateur public, qui sont communs à tous, les index égalité hommes-femmes, etc., mais il y en a d'autres. Il y a tous les critères qui sont issus de la société civile, les B Corp, notamment nous, on a vocation à devenir B Corp, et donc c'est tout un set de data à suivre qui est nouveau, qui est différent. Et à côté de ça, il y a les KPI que nous, on se fixe. Et là, on a mené un gros travail en interne il y a 1 an. En fait, on a mandaté une équipe qui, en gros, est allée puiser dans les données qu'on récolte avec données qu'on peut évidemment utiliser, mais avec notre produit, pour voir concrètement comment on remplit nos 2 missions. Donc, pour rappel, nos 2 missions, c'est améliorer le quotidien des soignants
et améliorer la santé pour tous. Donc on s'est dit, voilà nos 2 promesses. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour le remplir ou non? Toujours dans l'optique d'identifier les angles morts et d'avoir une stratégie d'amélioration. Donc côté soignant, par exemple, on regarde concrètement comment on libère et à quel point on libère du temps médical pour nos médecins. Est-ce que concrètement, ils passent plus de temps avec les patients ou est-ce qu'ils font du remplissage grâce à notre outil? Côté patient, par exemple, c'est à quel point on réduit les délais d'accès à un généraliste et à des spécialistes, parce que c'est souvent sur les spécialistes qu'il y a des tensions, ou à quel point on réduit les délais sur les actes de dernière minute dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on regarde vraiment à l'échelle de ces KPI-là où on en est. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Doctolib est tellement utilisé dans certains territoires et tellement ancré dans les usages de tout le monde qu'on arrive aussi à extraire des conclusions ou des remarques sur les usages en santé en général. Je crois qu'on a prévu d'en parler un petit peu plus tard sur le sujet des femmes. Oui. C'est typiquement en regardant ces datas-là qu'on commence à pouvoir entrevoir des principes généraux sur la façon dont les Français, les Italiens, les Allemands, enfin surtout en France, parce qu'Italie et Allemagne, on est moins développés, mais les Français se soignent, leur rapport à la santé, leur rapport à certaines spécialités, et puis la différence entre certains territoires. On est présent dans des déserts médicaux, dans des grandes villes, etc. Donc voilà, on commence à pouvoir avoir, enfin en tout cas être observateur de ces tendances, et c'est hyper intéressant. Donc c'est un peu différent du sujet des KPI, parce que là, c'est pas uniquement sur notre impact, mais c'est pour vous dire qu'on travaille un vrai travail de fond sur l'observation de nos KPI, quoi. Et Bicorp, ce serait à quelle échéance? Alors Bicorp, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est très compliqué et très long. Absolument. D'où ma question. Voilà. Écoutez, normalement, on devrait soumettre notre candidature. Je dois travailler dessus cet après-midi, figurez-vous. Là, au printemps, et je crois qu'après, les délais, c'est entre 7, 12 ou 18 mois d'audit. Donc, ça peut être très, très long. Donc, je passe un message aux équipes Bicorp pour dire que... Ouais. Voilà, je compte sur vous. Pense à elle. On va parler environnement. Doctolib s'est engagé à réduire son impact environnemental en alignant sa stratégie de durabilité avec les objectifs des accords de Paris. Quelles sont les principales initiatives que vous avez prises dans ce domaine environnemental? Ouais. Alors, en gros, l'année dernière, on a fait notre premier bilan carbone. Grosso modo, le résultat, c'est qu'on est, disons, à l'image d'une entreprise de notre taille et une entreprise SaaS, donc de logiciels. Et on a 3 gros postes d'émission. Le premier, c'est les achats. Donc, c'est tout est scope 3, évidemment. Le premier, c'est les achats. Le deuxième, c'est le numérique. Et le troisième, c'est les transports. Donc, on a lancé un plan d'action. C'est 15 mesures. Je ne vais pas vous dire tout le détail parce que je pense que je vais perdre tout le monde. Mais en gros, c'est vraiment centré sur ces 3 postes-là. Et pour vous donner un exemple, en gros, sur, par exemple, le transport, on a mis en place des nouvelles normes où, pour tous les trajets de moins de 4h30, on impose le train. On interdit les allers-retours dans la journée en avion, évidemment. Donc ça, c'est sur le transport. Sur le numérique, on travaille sur avoir plus de matériel. Le mot me vient en anglais, refurbished, mais reconditionné, ça y est. Ouais. On travaille sur des stratégies de marketing qui soient plus vertes, etc., etc. C'est pas simple. D'abord parce que, étant donné qu'on n'est pas une grosse industrie avec un poids carbone très important, c'est pas toujours évident de mobiliser autour de ce sujet, même si tout le monde a conscience que c'est important. Mais disons qu'on est plus attendu sur des sujets sociétaux que là-dessus. Mais donc, voilà, on le prend quand même très sérieusement. Et puis, c'est pas évident parce qu'on est une entreprise en pleine croissance, qu'il faut développer des nouveaux marchés, recruter, etc. Et donc ça, c'est contradictoire avec une stratégie bas carbone. Et donc voilà, mais on le fait sérieusement, on s'est engagé à s'aligner avec effectivement les accords de Paris. Et j'en parle d'ailleurs aujourd'hui avec le COMEX à midi, donc le point est à l'agenda. Oui, d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis, donc tu en parles avec le COMEX, ça veut dire que c'est vraiment un sujet, enfin les sujets RSE en général, mais l'environnement en particulier, qui est traité au plus haut niveau de l'entreprise. Et c'est même capital si on veut que ça marche. Donc en gros, on a un système comme beaucoup, un système de sponsors au sein du COMEX. Là, en l'occurrence, les questions de durabilité, c'est géré par le CFO, Chief Financial Officer, qui a une sensibilité particulière sur le sujet, qui a eu envie de s'emparer du truc. Donc, c'est avec lui que je travaille.
Sur le sujet de la parité, par exemple, c'est avec quelqu'un d'autre, l'accessibilité, c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est vraiment réparti les choses et ça permet d'avoir un vrai portage politique, en fait. Une impulsion, quoi. C'est hyper important. Ouais. Et c'est avec eux que je travaille en direct, donc c'est précieux. Oui. On va parler inclusion numérique. L'utilisation des services de Doctolib nécessite d'être quand même un petit peu à l'aise avec l'outil numérique. Or, on sait que 14 millions de personnes en France connaissent des difficultés dans l'utilisation du numérique. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la crise sanitaire, les personnes âgées qui devaient prendre leur rendez-vous pour la vaccination sur la plateforme, et ben, ça passait par les enfants. On a tous pris le rendez-vous pour nos parents. Exactement. Donc, il y a une vraie question derrière ça. Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que vous faites des actions pour favoriser l'inclusion numérique? Alors, juste sur les personnes âgées, il y a quand même un chiffre que je vais vous donner, c'est que moi-même, j'étais surprise. Une personne sur 5 qui utilise Doctolib a plus de 55 ans. Donc, j'en ai parlé à mes parents parce que je me suis dit qu'il était question de les responsabiliser, mais enfin, voilà, c'était juste sur les usages. Sur la lutte contre l'électronisme, oui, évidemment, c'est un sujet qu'on a en ligne de mire. On a commencé à faire des projets pilotes dans 2 régions avec We Take Care et le groupe La Poste. Pour l'instant, c'est vraiment micro. C'était plutôt pour tester ce sujet et voir quel impact on pourrait avoir. Ça fait partie des sujets qu'on a envie de travailler à l'avenir. Plus globalement, le sujet de l'accessibilité de notre produit est hyper important. Parce qu'il y a le sujet de l'électronisme, il y a aussi le sujet du handicap sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Donc oui, c'est capital et je pense que ça fait partie des choses qu'on va renforcer dans les années à venir. On en profite pour passer le bonjour à Jean Dédier, qui a créé We Take Care, justement. En 2022, vous avez fait le constat que 85% des rendez-vous médicaux pris pour les enfants sont réservés par des femmes, par leur mère, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a un gros sujet. Comment la tech peut venir aider les femmes à réduire cette charge mentale ou à changer la donne? Alors j'ai même plus de chiffres sur les femmes parce que je trouve que c'est vraiment... je me suis beaucoup intéressée à cette question. Donc effectivement, vous avez dit 87% des femmes... Moi, 85, vous avez raison. C'est 85% des rendez-vous qui sont pris pour les enfants sont pris par des femmes. Je crois que c'est 76% des rendez-vous qui sont pris pour des proches, donc parents, grands-parents, etc., sont également pris par des femmes. Et celles qui sont le plus concernées, c'est la tranche 35-45 ans. Donc, déjà, je trouve ça très intéressant que notre outil permette de révéler tout ça. Et en gros, ça peut s'expliquer par différentes... En particulier pour les enfants, c'est des habitudes qui sont prises au moment du congé maternité. Et puis ensuite, ça s'inscrit dans la vie professionnelle, etc. La façon dont nous, on peut avoir un impact là-dessus, c'est déjà de révéler ce fait de société qui, en soi, porte un message fort dans le débat public. On rejoint les questions de part de voix que j'évoquais tout à l'heure. Donc, révéler ce fait de société et ensuite modifier notre technologie pour changer les usages. Donc, concrètement, jusqu'à il y a quelques mois, ce qu'on appelle les comptes adresseurs, enfin les comptes pour un proche, ne pouvaient être gérés que par une seule personne. Donc, si moi, pendant mon congé maternité, je crée le compte de ma fille, Anna, c'est moi ensuite qui vais devoir gérer le compte pour le restant des 18 ans ou 20 ans à venir. Ce qui, évidemment, met le poids, la charge mentale, la charge logistique, etc., sur mes épaules. Et donc, tout simplement, à partir il y a quelques mois, maintenant, c'est des comptes qui peuvent être gérés par plusieurs personnes. Donc, soit des parents, soit des enfants qui gèrent le compte de leurs parents, soit des frères et sœurs qui gèrent le compte d'une personne en situation de handicap. Enfin, il y a 1000 situations où la question se pose. Et donc, ça permet de redistribuer la charge mentale et logistique sur plusieurs personnes. Mais d'une façon générale, je trouve ça hyper intéressant de voir, en fait, en ce moment, on parle beaucoup d'IA, etc., de ChatGPT, de la grande pause, etc. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment les technologies peuvent soit reproduire les inégalités et les biais de la société, soit les combattre. Et donc, c'est quelque chose, je trouve, quand on est dans une entreprise de la tech, à quoi il faut être hyper vigilant et on peut vraiment avoir un impact. Et donc, je suis content qu'on ait passé cette étape. Pour rester sur le sujet des femmes, on sait qu'elles sont souvent sous-représentées au sein des filières et des métiers de la tech. Est-ce que c'est le cas chez Doctolib? Et est-ce que vous avez un programme spécifique pour accompagner les femmes, les promouvoir? Alors, malheureusement, on ne fait pas exception. C'est-à-dire que oui, évidemment, elles sont sous-représentées, mais on fait plein de choses. En gros, aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres, parce qu'on suit ça mois à mois,
Les derniers chiffres, on était à 19,5%, je crois, de femmes dans la tech, ce qui nous positionne en élève moyen plus, je dirais, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, donc maintenant, on s'en tire pas trop mal. Mais ça demande un effort fou. Déjà parce qu'il y a tout un tas d'obstacles. Il y a un pool de talents qui est compliqué sur ces métiers-là de STEAM, qu'on appelle STEAM, qui est la traduction de STEM, donc c'est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Concrètement, il y a moins de candidates. Il y a des sujets de culture interne, etc. Et puis par ailleurs, je trouve que quand on parle de diversité, on oublie que c'est pas, paradoxalement, pas naturel de constituer des équipes qui sont diverses. C'est-à-dire que quand on est une entreprise comme Doctolib qui croît à vitesse grand V, le réflexe, je l'ai noté ailleurs aussi, c'est plutôt de recruter des gens qui nous ressemblent, avec qui c'est facile, avec qui le contact est évident, où on a les mêmes lieux de vacances, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes façons de parler. Le réflexe, c'est quand même plutôt ça. Et donc, ça demande vraiment un effort conscient pour changer ça, et c'est hyper important de le faire. Et donc, concrètement, sur ce qu'on fait, ce que je vous dis là s'applique à pas uniquement les femmes dans la tech, parce que le sujet de la parité, c'est pas uniquement dans la tech. En gros, il y a 5 leviers. Le plus évident, c'est attirer et recruter. Donc, comment on fait pour sourcer plus de femmes sur ces métiers-là? Et puis les attirer, parce qu'elles n'ont pas forcément envie de venir chez nous. Et donc, il faut faire en sorte qu'elles en aient envie. Donc, attirer et recruter, en gros, développer les carrières, faire en sorte que les femmes qu'on a chez nous, les talents qu'on a chez nous, on les fasse monter le plus haut possible. Ensuite, travailler sur la culture de l'entreprise, casser les biais au maximum, même si on ne peut pas le faire tout à fait, mais en tout cas, vraiment sensibiliser les managers à cette question-là. Et, je vais en oublier une, évidemment, j'ai dit 5, créer en gros une culture, une dynamique très... bottom-up, je n'ai pas trouvé le terme français. Chez nous, on a ce qu'on appelle des groupes affinitaires, des affinity groups, des femmes dans la tech, des femmes dans les ventes, parce que c'est aussi un sujet dans les métiers de la vente. Et puis, plus globalement, créer un peu des systèmes de solidarité et d'entraide des femmes chez nous pour que ce soit vraiment une dynamique qui porte l'entreprise en général. Et j'ai oublié le dernier, le 5e, mais ça m'en reviendra peut-être. Je crois que c'était peut-être la formation. Ça va, tu nous diras si ça te revient. Pour rester sur ce sujet de la diversité, même si les femmes, j'ai toujours un peu de mal avec le fait de dire que c'est de la diversité, parce qu'on est la moitié de l'humanité. Alors qu'on est quasiment considéré comme une minorité, c'est paradoxal. Tout à fait. Leïla Grison, qui est la directrice diversité, équité et inclusion chez Publicis, nous expliquait à ce micro il y a quelques semaines en quoi la politique en faveur de la diversité est un moteur de performance pour l'entreprise. Est-ce que toi, c'est une conviction que tu partages, une conviction et peut-être un constat, tout simplement? Alors oui, évidemment, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, c'est un moteur de performance. D'abord parce que c'est un enjeu d'attractivité et de culture interne. Nous, régulièrement, on a quelque chose qui s'appelle des open talks dans l'entreprise où tous les mois, le COMEX répond aux questions de façon... anonyme, on est en train de changer ça, mais en tout cas de répondre aux questions des salariés. Je pense qu'il n'y a pas un open talk où on ne parle pas de diversité. C'est vraiment un sujet récurrent et on a une vraie pression en interne qui est une pression très saine sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet interne, c'est un sujet de recrutement et puis c'est un sujet de développement de produits. Aujourd'hui, on vient de le dire, la majorité de nos usagers sont des femmes, côté patient. La façon dont on crée notre produit reflète qui le crée. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir des équipes suffisamment diverses pour que le produit qu'on façonne reflète la diversité de nos usagers, quoi. Donc c'est vraiment un enjeu qui est au cœur du business. Après, comme je disais, c'est pas simple. C'est marrant, je lisais il y a récemment, je crois qu'un recruteur ou n'importe qui lit un CV passe en moyenne 6 secondes pour appréhender le CV et il regarde en priorité le nom, la photo s'il y en a une, la dernière expérience professionnelle et le diplôme. Je crois que en l'occurrence, c'était une étude française. Et donc, on voit bien comment, en 6 secondes, tous les biais qu'on peut avoir s'exercent de façon directe et évidente. Et donc, encore une fois, ça demande un vrai travail pour casser ces biais et changer nos façons de faire, sur la façon de recruter, sur la façon d'évaluer les gens aussi en interne. On fait un vrai travail, nous, en gros, de formalisation de compétences qui, pour nous, sont importantes chez Doctolib, et de faire en sorte qu'on évalue vraiment les gens sur la base de ces compétences-là, et pas sur la base, encore une fois, d'affinités, de
voilà, de lien de tout ce qui fait là où tous les biais s'immiscent dans une relation de personnelle, quoi. Et c'est très difficile parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on est fait, donc c'est compliqué. On peut travailler dessus. Oui, et il faut. Absolument. Donc, tu parlais d'attirer les femmes. Il y a un autre sujet qui est comment on fait pour attirer les jeunes. On en parle beaucoup. Les entreprises ont du mal à recruter. Est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières pour cibler les jeunes et faire en sorte qu'ils viennent bosser chez vous? Alors, bonne question. Il faudrait poser la question aux équipes de talent marketing. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une équipe très jeune. Comme beaucoup d'entreprises de la tech, je crois que la moyenne d'âge chez nous, c'est entre 30 et 32 ans. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai enjeu de recrutement sur ces populations-là. Après, c'est difficile d'avoir une réponse pour généraliser sur les attentes des jeunes. On entend beaucoup... les jeunes sont en quête de sens, les jeunes sont en quête... Bon, j'en sais rien. Je trouve que j'ai un beau-fils qui a 19 ans. Je le retrouve pas du tout dans ce que j'entends là-dessus. Donc, et est-ce que vous avez eu des difficultés de recrutement ou pas? Non, globalement, je pense qu'on est une marque plutôt attractive, à la fois parce qu'on a j'espère ne pas dire de bêtises, mais, on a un environnement de travail qui est attractif et je pense qui parle à cette tranche d'âge. Et puis par ailleurs, si on mise sur la quête de sens, je pense que le fait de travailler dans une entreprise de santé, c'est un atout. Je parlais récemment à quelqu'un chez nous. En interne, on a quelque chose qui s'appelle Vie ma vie, où en gros, on peut suivre quelqu'un d'un métier totalement différent d'une autre pendant une demi-journée. J'ai fait ça avec les équipes sales, avec les ventes, qui sont en général très, très jeunes. Donc là, la personne que j'avais en face de moi avait 25 ans, je crois, ou 26 ans. Il avait travaillé chez Toshiba avant, enfin, donc vraiment dans le secteur très éloigné de la santé. Et une des premières choses qu'il m'a dites, il ne savait pas ce que je faisais, mais une des premières choses qu'il m'a dites, c'est la fierté de travailler dans ce secteur, de travailler pour Doctolib, d'avoir un impact concret, de voir au quotidien les gens qui réagissent sur le sujet de l'accès aux soins, etc. Enfin voilà, je pense que ça, c'est un moteur assez clé. Alors, on va rester sur ce sujet-là. Comment est-ce que vous faites pour fédérer les salariés, pour les embarquer dans votre politique RSE, pour leur faire partager les valeurs communes du groupe? Quand on est 2800 collaborateurs, c'est quand même important, et dans 3 pays différents en plus. Et jusqu'à récemment, encore une fois, on recrutait 150 personnes de l'extérieur par mois. Donc, effectivement, l'enjeu de partager, énorme. Il y a beaucoup de façons de vous répondre, enfin de te répondre, pardon. Moi, en gros, ce qui m'intéresse évidemment le plus, c'est la mission, les valeurs. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont très éloignés du terrain chez nous, et donc qui ont conscience de faire partie d'une entreprise de santé, mais qui ne comprennent pas ou qui sont peut-être un peu loin de la réalité d'un professionnel de santé, par exemple. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On est en train de mettre en place un système où, quand quelqu'un rejoint Doctolib, en gros, il va être amené à passer 1 ou 2 journées auprès d'un médecin dans un cabinet pour vraiment comprendre ses enjeux, son rapport aux produits, la façon dont on les accompagne, etc. On a ces systèmes de vie ma vie dont je viens de parler, où on peut aller découvrir d'autres métiers de l'entreprise et vraiment créer une culture commune. C'est hyper, donc je l'ai fait récemment, c'est hyper enrichissant. On a évidemment beaucoup d'événements internes sur comment, en gros, on fait rentrer les enjeux de santé dans l'entreprise. Moi, ce que je trouve toujours intéressant comme question à poser aux collaborateurs, c'est quel est le problème qu'on essaie collectivement de résoudre? Pourquoi on est là, quoi? À quoi on sert concrètement? Pourquoi on se réveille tous les matins? Et donc, le fait de faire entrer des professionnels de santé, on a un événement là en juin, où on va avoir des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de SAMU, des médecins, des sages-femmes, etc., qui vont vraiment venir concrètement nous parler de leur quotidien, les problèmes qu'ils peuvent avoir, les tensions qu'ils peuvent avoir sur ces métiers, etc. Ça, je trouve que non seulement c'est vraiment mettre l'ensemble des collaborateurs au cœur du problème, et c'est une façon de fédérer autour d'un enjeu, des défis communs, quoi, de se dire... voilà l'adversité à laquelle contre laquelle on se bat aux côtés des soignants. Et je trouve que c'est une façon assez forte de rentrer dans le dur du sujet. Alors, on va passer à notre séquence numéro 2 qui s'appelle du tac au tac. Il faut choisir entre 2 choses et il est interdit de répondre les 2. Je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, Bettina, est-ce que tu es plutôt bain ou douche? Allez, douche.
Il n'y a pas de mauvaise réponse. Si. Tu mens, Claire. Il y a évidemment des mauvaises réponses. Côte de bœuf ou tofu? Aïe. J'adore la côte de bœuf parce que je trouve ça hyper convivial. Et beaucoup répondent allez, ça. côte de bœuf. Allez, on va le dire. La majorité des j'assume. invités répondent côte de bœuf. Plage ou piscine? Plage, évidemment. Avion ou train? Train, de plus en plus. Arrondi en caisse ou pourboire? Arrondi en caisse, je trouve ça super. Gourde ou bouteille d'eau? Gourde, ça fait partie des choses totalement intégrées qui sont simples. Oui, je pense que c'est Voilà, maintenant les c'est entreprises, c'est ancré, effectivement. Réunion en présentiel ou en distanciel? Alors, ça dépend avec qui, mais je dirais plutôt en présentiel. Livre ou liseuse? Livre à fond. Et journaux papier ou tablette? Journaux papier aussi, je suis très papier. Très papier. On va passer à la séquence numéro 3 qui s'appelle « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète prise dans le cadre de la politique RSE de Doctolib qui a changé la donne pour l'entreprise? Quelle est la mesure que tu recommanderais à nos auditeurs, nos auditrices? On a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent, une cible essentiellement B2B. Alors évidemment, difficile de trouver la mesure concrète. Si on avait une qui marchait pour tout le monde, ce serait formidable. En revanche, moi, il y a un truc que j'ai vraiment compris en 1 an et demi, et donc ce serait le conseil que je donnerais si j'en avais un à donner, c'est vraiment de repartir des spécificités de l'entreprise. En fait, je trouve que quand on rentre dans une démarche de RSE ou impact social, on l'appelle comme on veut, c'est très tentant d'aller vers des formules qui sont toutes faites. Et par ailleurs, on passe nos journées à entendre des gens qui veulent nous vendre des choses qui sont un peu sur l'étagère. Il y a 1000 formules. Et donc, c'est très difficile de faire la part des choses et très tentant aussi de prendre le dernier truc à la mode, le plus shiny, le plus machin, enfin voilà. Et donc, pour moi, c'est hyper précieux de vraiment faire une enquête de terrain, de vraiment comprendre à la fois ce qui fait les spécificités de votre service ou de votre produit, et donc quel est l'impact positif et négatif qu'on peut avoir avec ça, et qu'est-ce qui fait les spécificités de votre culture d'entreprise. Parce que ce qui va marcher ailleurs serait totalement un flop chez vous, et il n'y a vraiment aucun automatisme. Donc vraiment repartir du terrain, et ensuite avoir une approche très pragmatique et très test and learn. Donc, ça c'est vraiment c'est du conseil gestion de projet basique, mais dès le début, avoir un objectif, si possible chiffré, ou en tout cas vraiment formaliser un objectif pour comprendre là où on veut arriver, pour pas lancer un truc comme ça et puis voir si ça marche ou pas. Et puis ensuite le suivre le plus finement possible, quoi. Donc c'est bien comme ça qu'elle a été construite chez Doctolib, Exactement. la politique RSE. Et puis plus on avance et plus on fonctionne comme ça. Parce qu'encore une fois, au début, c'est tellement tentant de tout faire d'un coup, de tout faire comme les autres. On a l'impression que ça va être hyper simple et en fait pas du tout. Donc c'est important de repartir de l'existant. Alors ce podcast touche à sa fin. Bettina, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu veux en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve qu'on est à un moment hyper enthousiasmant sur nos sujets. À la fois parce que ça bouge côté régulateur, parce qu'on sent qu'il y a une vraie attente de la part des consommateurs, parce que dans les entreprises, ça prend de plus en plus de poids. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'était surtout un sujet d'image. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était géré plutôt par les pôles communication, marketing, etc. Maintenant, c'est toujours un sujet d'image. C'est aussi un sujet d'investissement, parce que, voilà, comme nous, Doctolib, évidemment, c'est un sujet hyper important et on a de plus en plus de pression de la part des investisseurs. C'est un sujet de la part du régulateur, c'est un sujet de la part des consommateurs. Donc, il y a vraiment la pression vient de partout. Ouais. Donc, ça devient vraiment réel. Et donc, si on a un tout petit peu ne serait-ce qu'un peu de conviction et de portage en interne, et en tout cas chez Doctolib, c'est le cas, donc c'est super. Je trouve qu'on est vraiment à un moment où on peut avoir un vrai effet et une vraie transformation des entreprises, et je trouve ça hyper excitant de faire partie de ça. Oui, ce serait mon mot de la fin. On est à un tournant, absolument. Merci beaucoup, Bettina, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tes conseils. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Adrienne Aurel-Pagès, qui est directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Merci à tous. Merci, bonne Claire. Journée. Au revoir. Au revoir.